Bonsoir à tous et bienvenue sur Tchad Info TV. Merci d'être encore avec nous dans votre émission Face à Face pour un autre numéro. Le Tchad vient, nous venons donc de tourner une nouvelle page politique une nouvelle page de notre histoire politique avec la reconduction du Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Alina et son deuxième gouvernement après les élections législatives provinciales et communales. Ce remaniement était très attendu, ça suscitait des interrogations et des réactions un peu de partout. Nous allons donc aujourd'hui autour de cette table parler donc de ce remaniement, quels sont les défis qui attendent ce nouveau gouvernement, répond-il aux attentes du peuple tchadien. Nous avons quelques invités sur ce plateau avec lesquels nous allons donc faire le tour de ces questions, qui ne sont pas exhaustives en tout cas. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Moussa Yavenir de la Tirée. Vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir chers confrères et merci de m'inviter. C'est un honneur en tout cas pour nous de vous recevoir, M. Moussa Yavenir de la Tirée. Nous recevons aussi M. Abdelmanan Katap, délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébiès, pour ne pas dire gouverneur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, M. Abdelmanan Katap. Je l'annonçais au début, à l'entame de cette émission, que nous allons parler donc de ce remaniement gouvernemental. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Moussa Yavenir de la Tirée, quelle est votre première réaction à la composition de ce nouveau gouvernement? Ma première réaction était celle d'un frustré parce que je m'attendais à un changement capital. Je m'attendais à un gouvernement intégrateur qui puisse prendre en compte la diversité que l'on constate au Tchad, mais fort malheureusement, nous avons eu un recul. Et donc, ça en est frustré parce que je me suis toujours battu pour l'intégration de la diversité, pour l'unité nationale. Mais là, c'était un véritable coup de gueule. Parce que comme vous l'aurez constaté, il y a beaucoup de communautés importantes qui sont exclues dans ce gouvernement. Et vous allez remarquer que c'est une coterie clanique et familiale qui a pris en otage tous les ministères de souveraineté et tout ce qui concourt véritablement à la bonne marche du pays, comme si il n'y a pas de compétences ailleurs. Et ça, c'est un éternel recommencement et ça m'a profondément frustré. Donc vous notez vous dites qu'il y a un manque de diversité, il y a un manque de diversité ethnique, régionaliste si vous voulez. Régionale, de toutes les représentations, les entités pas, mais on va même au-delà de la représentation nationale. Mais les diversités, c'est aussi l'intégration des communautés étrangères très nombreuses au Tchad. Au Tchad, on parle par exemple des fils des tirailleurs, parce qu'il y a eu des gouvernements où on a vu des Ndiaye, des Silla, des Bakari, et ainsi de suite. Tout ça, il faut prendre en compte parce que nous sommes une nation en construction. Et ça, je m'attendais véritablement à ce changement de paradigme, mais malheureusement, j'ai été déçu. Manque d'inclusivité pour Moussa Yavenir de la Tirée. Est-ce que c'est aussi votre réaction? Quelle a été, en tout cas, pour reprendre la même question que j'ai posée à Moussa Yavenir de la Tirée, quelle a été votre réaction à la composition de ce nouveau gouvernement? Merci beaucoup. Ma réaction, c'est une réaction de joie et franchement, j'ai entendu avec beaucoup d'attention mon frère Avenir. Mais qu'est-ce qu'il veut, monsieur Avenir? Vous voulez un gouvernement de type communautaire? Non. Nous avons un gouvernement qui a été reconduit. C'est vrai, certes, il y a d'autres qui n'ont pas été reconduits et d'autres qui ont fait leur boulot, on les a quand même mis à l'écart, mais la République est vaste. Nous, c'est un gouvernement qui est, qu'on appelle Tchad uni compatible. La coalition Tchad uni compatible. C'est-à-dire les partis politiques, les politico-militaires, les ex-politico-militaires et la société civile. Et la diversité y est. Donc, comme on parle de la géopolitique, donc on a quand même la géopolitique qui est dans ces gouvernements. Le fait de reconduire à la maille, c'est classique dans un gouvernement. Donc, nous sommes dans une ère constitutionnelle. Et voilà, avec ça, je pense que nous allons essayer de reculer pour mieux sauter et sortir le pays de l'ornière. Vous avez parlé de la reconduction de l'ambassadeur Alamai Alina. Est-ce que vous y attendez?
Oui, tout à fait, j'attends, parce que c'est classique. Hein, vous savez, le parti au pouvoir, le MPS, qui ont gagné les élections législatives. Et c'est normal que c'est le seul à la maille ou bien une autre personne, c'est vrai, du MPS. Parce que la politique générale, la politique du mouvement patriotique du Sali, et le 12 chantier du président et le sans-action du chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby, il n'y a pas d'autre personne que le fait que ce sont partis. Donc voilà, il va présenter d'ici 2 semaines sa politique générale. Et je pense qu'il va être validé. Et voilà, nous allons continuer dans cet élan. Beaucoup attendaient donc au retour du docteur Sucré Masra, ce n'est pas votre cas donc. Non, Sucré Masra, ce serait un petit peu compliqué, incompatible. Comment quelqu'un qui a déjà un programme politique, lui, il a quand même un programme politique, il était quand même un candidat à l'élection législative. Donc comment il peut venir à l'élection présidentielle et comment il peut quand même venir défendre quand même le projet du chef de l'État, le maréchal Déby. Il a affronté d'ailleurs l'élection. C'est incompatible. Donc on verra avec le temps, je pense qu'on trouvera quand même le meilleur formule. Alors, je le disais, hein, pour vous, est-ce que vous vous attendiez au retour de l'ambassadeur, à la reconduction de l'ambassadeur à la Mayalina, ou sinon, peut-être qu'au retour de Dr Sucré Masra, est-ce que c'est aussi votre cas, vous ne vous y attendez pas au retour de Dr Sucré Masra? Il fallait me demander aussi, est-ce que je m'attendais à l'arrivée de Max Kemkoy ou du retour de Laoké Meda ou bien d'un autre opposant. Il y a des noms que j'ai horreur de prononcer parfois quand je suis au plateau. Donc demandez-moi pourquoi pas Max Kemkoy ou les autres, parce que ceux-là aussi ont des contributions significatives à apporter aux Tchadiens. Par contre, je m'attendais, dans mes analyses, je m'attendais bel et bien au retour de Alama Alina, qui, disons-le, les gens ne savent pas trop ce qu'il fait au fond. J'ai trop du mal à parler de lui, parce que nous avons des affinités parentales, c'est un consanguin à moi. Mais je dis quand même que sur le plan de la gouvernance, il n'a pas démérité. C'est un Premier ministre qui ne fait pas trop de bruit, mais qui est efficace. C'est quelqu'un qui connaît le terrain, qui a été proche du président Idriss Déby pendant longtemps, et même proche Mahamat Idriss Déby pendant un certain temps. Il a de l'expérience, même si on pense qu'il n'a pas l'étoffe, parce que c'est les critiques qu'on émet ça et là. Mais c'est un homme d'action. Ça, il faut le lui reconnaître. Moi, je reconnais aux gens ce qu'ils font. Il a ses défauts, ça, naturellement. Mais toutes les analyses faites m'assuraient qu'il pouvait venir. Le reste, ce sont des fanfarons. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a conduit à sa reconduction? Peut-être parce qu'il fait bien son travail, peut-être. Naturellement, il y a d'abord le travail bien fait et les réalités géopolitiques. Parce que je disais tout à l'heure que nous sommes une nation en construction. Et donc, la distribution des postes de responsabilité tient compte de la pluralité ethnique, culturelle et tout ce que nous avons. C'est ça, les nations en construction. Quand vous allez au Cameroun, Paul Biya fait un gouvernement à l'intérieur duquel il met un membre de la communauté tchadienne. Parce que ça, ce sont des communautés immigrées, des gens qui peut-être étaient des exilés, mais qui peuplent mais gravement le Cameroun. Vous voyez, ils peuplent énormément le Cameroun. Vous prenez tout le Grand Nord, et même au centre à Yaoundé. Vous avez une très importante communauté tchadienne, composée des Laka, des Ngambaï, des Mboum, des Massa, des Arabes, et de tout le monde. Et qui sont devenus des Camerounais. Vous voyez? Et donc, Paul Biya a tiré au centre de cette communauté quelqu'un. C'est ça la représentativité, c'est ça la diversité. Et quand vous regardez les gouvernements faits aux États-Unis, vous avez toutes ces communautés. Arabes, ceci, tout ça, on tient compte de cette diversité. C'est ça une nation en construction. Et le maréchal Idriss Déby le faisait, je le disais, quand vous voyez la présence des Silla, des Bakari, des Ndiaye au sein du gouvernement, c'est la représentativité des enfants, des tirailleurs sénégalais, maliens, toute cette communauté de l'Afrique de l'Ouest qui occupe les quartiers centres de la ville de N'Djamena. Malheureusement, dans ce gouvernement, on ne retrouve pas cette diversité parce que, figurez-vous, il n'y a pas un ressortissant du Moyen-Chari ni du Logone oriental dans la nouvelle équipe. Une réduction considérable du nombre des sudistes dans l'équipe gouvernementale. Une population qui fait à peu près 56% se retrouve avec 6 ministres sur 40.
il y a un problème de représentativité. Merci pour votre analyse. Moussa Yaveni l'a tiré. Abdelmanan Katap, et pour vous, quand vous regardez le gouvernement de Alamaï 1 et vous le comparez au gouvernement de Alamaï 2, est-ce que véritablement il y a un changement? Quelle est la différence entre ces deux gouvernements? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que le chef de l'État, le maréchal Mamadi Idriss Déby, veut se couper de la vieille école. Vous avez vu qu'il y a quand même de jeunes qui sont arrivés quand même dans ce gouvernement. Je fais allusion à mon collègue Gassim Cherif. C'est un très jeune qui a quand même de l'audace. Vous avez Abdoulaye Saber, docteur Abdoulaye Saber. Il y a quand même certains jeunes qui viennent d'arriver. Et je pense que ça a quand même changé la donne. Par rapport à l'ambassadeur Alamaï, j'ai bien regardé ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Premier ministre qui a fait un travail comme lui. C'est-à-dire qu'il évalue un ministre. Et tous les ministres qui les a évalués, ceux qui ont été positifs, on les a gardés, et ceux qui n'ont pas répondu à qui ne causent pas certaines cases, je pense qu'ils sont partis. Mais voilà, c'est ça le travail d'un Premier ministre technocrate, et il a fait, quelles que soient les critiques. Vous savez, nous sommes les Tchadiens, même si on désigne des anges de politique, des ministres, il y a toujours des critiques. Voilà, avec ça, je pense que c'est le début, laissez lui la main, travailler, mais le fait de tout le temps changer des ministres 6 mois, 7 mois, ça ne nous avance même pas. Maintenant, laissez les gens travailler, et peut-être à fur et à mesure, quand il y a un ministre qui fait peut-être des erreurs ou bien des bêtises, c'est le chef de l'État qui est là et ta foi. En quoi est-ce que le gouvernement Alamaï 1 diffère-t-il du premier 2 diffère-t-il du premier, pardon? Alors, vraiment, tout n'est pas négatif dans l'équipe gouvernementale qui est constituée, mais il y a quand même un mal fondamental, l'exclusion des sudistes. Ça, à chaque fois, on a remarqué, et c'est à tous les niveaux institutionnels, d'ailleurs, on fait des efforts pour que les sudistes soient effacés. On a fait des acrobaties dans la loi pour que sur les 188 députés, il n'y ait qu'une cinquantaine de sudistes. C'est un début même d'un esclavage institutionnel, je dirais. Ça, c'est très dangereux pour l'unité nationale. En réalité, moi, je suis ici, je vous dis, je porte la voix des milliers de Tchadiens. Allez-y sur des plateformes, des forums de discussion, mais c'est très grave. On dit que le président, M. Katap disait tout à l'heure que le président est en train de changer le paradigme de gouvernance, mais on ne change pas de paradigme dans l'exclusion. Cependant, ça ne m'empêche pas d'apprécier le fait que le président nous montre à demi-mot qu'il a aussi besoin des gens qui sont capables de lui dire la vérité. Parce que très souvent, on a pensé que Mamadi Idriss Déby, et c'est l'un de ses collaborateurs qui me l'a dit, je l'ai dit hier dans une vidéo que j'ai faite, que le président Mamad a une oreille pour entendre les mensonges et une pour entendre les flatteries. Maintenant, je crois qu'il a une troisième oreille qui va écouter la vérité, parce que nous connaissons le docteur Abdoulaye Sabrou Fadl, que j'ai connu, un aîné que j'ai connu à l'université. C'est quand même un homme très libre d'esprit, c'est un intellectuel assis et qui est capable de dire à quiconque ce qu'il pense. Il a de l'audace. Et il a de l'audace, il est très audacieux. Et je peux témoigner qu'il était l'un des membres de l'entourage du président de la République, du défunt président de la République, Idriss Déby, qui lui disait les choses telles quelles. Ça lui a souvent coûté. Parfois, on le fait partir de son poste. On a vu comment il a démissionné comme directeur de cabinet civil parce qu'il ne supportait pas l'enfantillage qu'il y avait autour du président Mamad. Aujourd'hui, il est revenu sur une bonne chose. Gassim Cherif, je crois, sur ce plateau, vous l'avez reçu, il s'est opposé à la distinction, à la dignité du maréchalat en tant que conseiller national, et pas n'importe quel conseiller national, c'est un vice-président du Conseil national de transition. Ça, ce sont quand même des compatriotes courageux qu'on pensait, on avait même prédit, nous autres, son enterrement politique. Mais si le président de la République le fait venir, ça veut dire qu'il a tiré quelque chose dans les remarques qu'il avait l'habitude de faire. N'oubliez pas aussi l'entrée de Youssouf Tom. C'est un magistrat d'une intégrité formidable, connu de tous les Tchadiens. C'est aussi un aîné de la faculté de droit que j'ai personnellement connu.
Pour la première fois, on voit un magistrat tchadien à qui on remet 1 milliard pour le corrompre. Il a mis ces gens-là aux arrêts. Et on l'a vu dans beaucoup d'œuvres. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à plaire. Aujourd'hui, le chef de l'État, connaissant, ayant cet ensemble d'informations sur ces personnalités, il les a appelés au gouvernement. Ça, pour moi, ça me donne de l'espoir. Et j'espère qu'un bon matin, peut-être il tirera plus proche de lui quelqu'un qui n'a pas la langue de bois comme le gouverneur Abdelmanan Kattab. Espérons. Alors, j'allais venir sur ces nominations que vous avez déjà ciblées, mais je reviendrai quand même. Bon, on va poser aussi la question laisser aussi le temps au gouverneur Abdelmanan Kattab pour donner certainement son point de vue sur l'entrée dans le gouvernement de Abdoulaye Sabou Fadoul qui a été écarté et qui, même resté loin du gouvernement, faisait des analyses sur ce qui s'est passé dans le gouvernement. Et l'exemple aussi de Gassim, qui publiquement a refusé, Avenir l'a dit, l'élévation du maréchal Mahamat, du président Mahamat au titre de maréchal, si vous voulez. Donc, il est appelé quand même dans le gouvernement malgré ça, alors que certains pensaient qu'il allait être écarté plus tôt. Quel message le maréchal veut transmettre par ces nominations? Le message, c'est tout à fait clair, c'est qu'on est en démocratie. Et les opinions, chacun a droit à dire ce qu'il veut. Mais après, s'il est minoritaire et qu'il y a un vote, bon, la personne suivra les autres. Donc on est en démocratie. Si le docteur Abdoulaye Sabra, à un certain temps, a mis des réserves, a fait des critiques contre le fonctionnement ou bien le système, c'est son droit. Gassim, c'est son droit. On est à l'Assemblée, il a le droit, il y a certaines personnes, mais lui, quand même, il a le courage de le dire haut et fort. Mais finalement, ça n'a pas marché. Donc voilà, moi, je ne tiens pas beaucoup et je ne suis pas d'accord avec mon ami à venir. Il aime souvent le communautarisme, il n'y a pas de sudistes, non, quand même, c'est quoi les sudistes? 6 sudistes sur 40. C'est quoi les sudistes? Mais malheureusement, le Tchad a toujours fonctionné comme ça. C'est quoi les sudistes, mon cher? Les sudistes sont tous des Tchadiens, ils vont venir comme les nordistes, mais le temps même, on est dans une paix qui est quand même relative. Essayez de conserver cette paix-là. Nous sommes des ex-politiques. Attendez. On ne peut pas conserver. Je vous ai laissé parler. On ne peut pas accepter d'être esclave au nom de la paix. Non, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler. Donc nous étions quand même des ex-politiques militaires. Nous avons fait tout pour venir quand même préserver cette paix qui est vraiment chèrement acquise. Pour moi, ce discours-là, il est obsolète, monsieur, à venir. Il ne faut pas le dire tout le temps, nous sommes des sudistes, nous sommes tous des Tchadiens. Et c'est une question maintenant comment on appelle, de l'homme qu'il faut à la place de qu'il faut. Et là, regardez, je vous ai dit. Donc il n'y a pas de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans le sud du Tchad. Il y en a plein même. Okay. Mais il va y arriver, tout le monde va être traité dans le même pied d'égalité. Et c'est ça. Vous savez, nous sommes là tous pour la justice. Le président, le maréchal Mahamat est pour la justice. Et je pense qu'avec ça, nous allons quand même reculer pour mieux sauter. Et tout le monde aura sa place. La République est vaste. La République est vaste. Et tout le monde, y compris vous, les bolcheviks, nous sommes dans un processus de construction d'une nation. Très bien. Vous prenez une province qui a 3-4 ministres. Prenez le Wadifira. Le ministre des Affaires étrangères titulaire et son ministre délégué sont de la même province. Partout, vous voyez. Mais vous avez des régions, des provinces qui ne sont pas représentées. Mais c'est frustrant. Ça, c'est des insuffisances qu'on va les gommer. Non, ce ne sont pas des insuffisances, c'est sciemment fait. Non. Nous sommes une nation en construction. Ce que je vous dis, allez-y dans nos petits pays où les conflits communautaires fragilisent l'unité nationale, les gens sont obligés de passer par les équilibres pour calmer les esprits. Si on veut faire l'exception au Tchad, en disant que voilà, nous allons dépasser la géopolitique, c'est une erreur. Nous allons créer la dislocation du pays. Et je pense que le maréchal est sur ce sentier-là. Il est temps qu'il se rattrape. Moi, c'est une alerte que je donne. Je ne réclame pas un poste aux sudistes, mais je réclame la représentativité de toutes les composantes sociales qui se trouvent au Tchad.
y compris les communautés étrangères, quand j'en parlais tout de suite. Il y a des communautés qui sont devenues finalement tchadiennes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Abdelmanan Katap, on a parlé des entrées dans le gouvernement, mais il y a aussi des départs. Et l'un des départs qui se fait remarquer, c'est celui de Abderrahmane Koulamala, qui a pendant longtemps duré dans le gouvernement, mais qui s'en va. Quelle analyse faites-vous de ce départ? Moi, je lis son poste, M. Abderrahmane Koulamala, qu'il a dit qu'il a pris sa liberté. Je pense qu'il avait dit ça. Et c'est normal. Je pense que, vous savez, un commis de l'État ou bien un ministre ou un administrateur, c'est comme un meuble. Donc, on les remplace ici. Abderrahmane Koulamala, il a quand même sa place. Il peut quand même venir dans une autre institution, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup de critiques. Vous le connaissez très bien, tout ce qui s'est passé aux événements du 8 janvier, sa sortie, le fait de lier la communication officielle avec, avec Facebook, qui est votre compte privé. Et là, je pense que c'est un manque de professionnalisme, et c'est ça qui lui a, je pense, coûté le chose. Mais il a quand même stigmatisation aussi d'une partie. Très bien, ça c'est aussi par rapport aux assaillants. Mais je pense qu'il a sa place, c'est un homme qui a quand même un certain, comment on appelle, l'aura, et quand même il arrivera un jour à diriger une institution. Votre réaction sur ce départ, Moussa Yavni de la Tirée? Alors, c'est le chef de l'État et son Premier ministre qui nomment, c'est eux qui démettent. Ça, c'est à leur discrétion. Très honnêtement, je ne me suis pas mis sur un exercice d'analyse. Je pense qu'il est venu dans un gouvernement de comme un jour il devrait partir. Bon, maintenant, ce sont ces sorties à lui qui nous font un peu réfléchir. Quand il dit qu'il reprend sa liberté, était-il prisonnier dans le gouvernement? Liberté par rapport à quoi? Ça nous fait réfléchir et ça nous amènera dans un futur proche de rechercher les causes de son départ. Mais sinon, pour l'instant, moi, je considère que, à la discrétion du chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement, ils ont décidé de le faire partir et de le remplacer, tout comme ils ont fait partir d'autres ministres, simplement. C'est vrai, il y a eu beaucoup de départs, mais on remarque quand même que beaucoup de ministres aussi sont restés à leur poste. Est-ce que pour vous, c'est un signe de liberté, de stabilité, ou sinon un manque de renouveau? Je pense qu'on a souvent critiqué le fait d'amener les gens pour 3-4 mois, ainsi de suite. Je fais partie de ceux qui ont critiqué ça. Parce qu'en 6 mois, 1 an, qu'est-ce que vous pouvez vous asseoir et faire en tant que ministre? Déjà, pour la plupart des gens qu'on amène là, ce sont des politiques. Il leur faut minimalement 1 an, 2 ans pour connaître même leur ministère. Il y a déjà ce problème. Maintenant, si on maintient des gens, ils ont un calendrier, ils ont une mission, il leur faut du temps pour l'accomplir. Moi, je pense que ça, c'est plutôt une avancée. Maintenir les gens, vous savez, au Cameroun, il y a des gens qui ont 30 ans, 35 ans, au même portefeuille ministériel. Vous ne pouvez pas les dribbler dans leur ministère. Ils savent tout. Et quand vous les voyez parler de leur domaine, ils le disent avec beaucoup d'aisance. Or, ici, regardez nos ministres. Vous pouvez venir dans un ministère sans connaître même l'organigramme du ministère et partir. On a souvent critiqué ça. Si aujourd'hui on rectifie en maintenant les ministres à leur poste, moi je pense plutôt que c'est une bonne chose. Mais par conséquent, on a aussi, comme je dis, il s'agit de la discrétion du chef de l'État et du Premier ministre du gouvernement, on a aussi vu des départs surprenants. Je voudrais parler par exemple de Fatima Boukar Kosei, une ministre qu'on a très jeune, très engagée, qu'on a toujours vu sur le terrain, mais curieusement, elle était sur la liste de départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, moi, ça m'intéresse, je veux bien chercher. Ce qu'on a vu au devant de la scène, elle n'est pas une femme de bureau du tout, mais on était surpris de la voir partir. C'est pour ça que je remets tout ça à la discrétion du Premier ministre et du Président de la République. Deux fois aussi, c'est une question de calcul politique. Et il y a tellement d'arrangements là à l'intérieur qui nous est difficile en tant que personne éloignée du cercle du pouvoir, de le comprendre. Alors, le départ, le maintien de plusieurs anciens ministres, pour vous, est-ce un signe de stabilité politique ou bien un manque de renouveau? Non, tout à fait. Ce sont déjà des ministres compétents. Regardez le cas comme Liman. Liman, c'est un ministre compétent. C'est un ministre d'État qui avait fait
son show là au dialogue national inclusif. C'est un rapporteur chevronné, c'est un ministre chevronné qui a quand même des... Un manipulateur aussi, ça, je capable ne sais pas. de faire ça, du je faux, vous laisse capable de manipuler les chiffres, l'attitude de juger. capable de faire des crocs en jambes. Moi, je le sais, c'est un ministre compétent. Moi, je parle de la compétence. Je ne parle pas d'autre chose qu'il le fait. Non, des gens capables de truquer les élections. On est dans un aussi. pays de droit. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez la justice qui vous allez porter plainte. Il y a aussi le Mamada Sile Kalata, c'est un ex-politico-militaire compétent, on l'a maintenu. Le docteur Tom, on l'a maintenu. Docteur Abdelmejid, on l'a maintenu. Tous ces mondes-là, ce sont des personnes, des gens qui ont créé leur notoriété dans ces gouvernements. Ils sont devenus des poids lourds du gouvernement. Donc, pour l'instant, on les laisse. Ils ont des projets, et qui est le projet du chef de l'État, le maréchal. C'est un chantier et ils vont continuer à travailler dans ce sens jusqu'à ce qu'un jour, c'est sûr, comme l'a dit le frère, chacun est appelé à servir ailleurs. Alors, quand on regarde ce gouvernement, il y a environ 30% de femmes. Pour vous, est-ce que c'est une réelle avancée dans le processus d'égalité des sexes, si vous voulez? Ou sinon, la question aussi des jeunes, est-ce que vous pensez que les jeunes aussi sont représentatifs dans ce gouvernement? Qu'est-ce que vous avez à dire de ce pourcentage de femmes dans ce gouvernement? Oui, comme je dis, c'est un gouvernement qui est composé des politiques, des ex-politico-militaires et de la société civile. Les jeunes ont leur place, ils sont là. Vous avez parlé tout à l'heure de mon collègue Gassim, il y a Abdoulaye Sabour, tous ces mondes-là, ces personnalités-là sont des jeunes. Ils ont trouvé leur place. Les femmes, maintenant c'est la Constitution qui nous oblige à mettre les 30% de la femme. Ils ont déjà leur place. Nous avons tous des femmes qui ont quand même certaines compétences. Et je pense qu'ils vont essayer d'aider le pays à sortir de l'ornière. Quelle est votre analyse sur la place des jeunes dans ce gouvernement et qu'avez-vous à dire du pourcentage donné aux femmes dans ce gouvernement? Globalement, le gouvernement est jeune. Quand vous prenez tout l'exécutif, il est jeune. Que ce soit le Premier ministre, le Président de la République et tous ses ministres. Je pense que le doyen d'âge au gouvernement en ce moment, ça doit être le docteur Tom Erdimi. Avant, c'était Bremen. Oui, aujourd'hui, c'est Tom Erdimi, la soixantaine, au plus 70 ans, et qui a ses fils avec lui au sein du gouvernement. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a un véritable renouvellement de la classe. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, franchement, j'ai toujours été contre cette histoire. On parle d'égalité des sexes, de parité, et on dit on attribue 30% aux femmes. Et les femmes elles-mêmes sont contentes, elles applaudissent. On est en 2021, s'il nous plaît. 25. Vous avez 2025, Ouais. c'est le 21e siècle. Et on dit il y a égalité entre l'homme et la femme, et on dit non, 30% aux femmes. Allez-y dans des salles de classe aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait un tour dans 8 salles de classe dans une grande école de N'Djamena. Je trouve que l'effectif des filles est le double dans des classes de terminale. Le double, je vous dis bien, de celui des garçons. Idem dans les universités. Vous allez sortir d'une faculté, on dit à intégration à la fonction publique, 30% pour les filles. Alors qu'en classe, elles sont plus nombreuses et peut-être même les plus intelligentes. Et même c'est ça la tendance aujourd'hui. Nous sommes en train d'approcher le 8 mars. J'interpelle vivement ici la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Amina Priscille Longo. C'est une intelligence et une insulte à l'intelligence des femmes. Qui dit aujourd'hui, quelle est la science qui a démontré que l'homme est plus intelligent que la femme ou plus compétent pour qu'on leur donne 30%? Ce n'est pas possible. Vous sortez 50 avec les mêmes diplômes. Peut-être les 50 femmes sont même les meilleures, mais arrivé au partage des postes, on dit non, on va leur donner que 30%. Je pense que le Tchad n'a pas évolué. Nous sommes en retard. Et c'est de la bêtise. Moi, je dis ça. C'est pour ça que j'ai vivement critiqué cette constitution. On ne peut pas mettre un principe comme celui-là dans une loi fondamentale. Et je crois que les Nations Unies ferment les yeux sur ce genre de bêtises. C'est de la bêtise.
qu'on parle en termes de parité, en termes de compétences. Pourquoi 30%? Voilà. Vous voulez combien là? Mais qu'on mette les femmes en compétition avec les hommes, si c'est des postes nominatifs, mais qu'on trie ceux qui sont compétents. Si c'est 25 femmes compétentes, mettez les 25 femmes. C'est clair. On dit aux législatives, on dit non, il faut au moins 30% de femmes à l'Assemblée, alors que c'est un poste, ce sont des postes électifs. Donc vous allez voir sur les listes, quand il y a 3 candidats, il faut au moins une femme pour un département. Je vous assure que dans mon département, à moi, le plus grand parti qui avait réellement gagné devrait avoir 3 femmes parce que ces 3 femmes étaient des femmes vues sur le terrain. On a dit non, il faut une seule, on n'a pris une seule qui est allée. Parce qu'il y a une loi qui dit ça. Ça, c'est de la bêtise. Je ne suis pas féministe. Allez-y, réaction de Abdelmanan Katap. Je ne suis pas d'accord avec mon ami Avenir. Vous savez, nous sommes en pleine refondation. Nous sommes en pleine refondation et ça va arriver avec le temps. Le Tchad, c'est une jeune démocratie. Moi, je sais très bien, en France, dans les années 90, une femme qui veut ouvrir un compte bancaire, il faut la présence de son homme, de son mari, il faut son autorisation. Maintenant, on est où? Maintenant, les femmes ont dépassé les hommes en France. Vous allez dans toutes les administrations, vous allez trouver au moins 60% des femmes. Donc, c'est normal, ça va arriver avec le temps. Mais pour l'instant, laissez-nous avec les 30%, nous allons continuer. C'est du machisme. Travailler. Non, c'est pas du machisme. C'est du machisme. Non, moi, je suis contre. Non, ça va arriver. Ça va arriver. Ils ont leur place, c'est nos mamans, pourquoi nos pas épouses. 70%? Ce sont nos mamans, nos épouses, nos sœurs. Voilà, c'est du machisme. Nos filles, ils vont trouver leur place. Ils trouveront leur place. Et les femmes, vraiment, depuis l'arrivée du maréchal Mamadi Idriss Déby au pouvoir, il a mis un accent particulier à la situation de la femme, surtout à l'évolution de la femme. Vous avez vu l'autre... L'évolution, ce n'est pas avec 30%. Non, attendez. Je suis désolé. Récemment, ils ont exonéré les inscriptions des femmes. Ils ont exonéré toutes les femmes pour aller à l'école, on les a exonérées. Ça aussi, ça fait partie de... Pourquoi vous ne voulez pas parler de ce qui est positif? Vous allez toujours dans le négatif. C'est des choses positives. Il faut... Là, ça a donné maintenant, c'est que vous avez vu dans les salles, vous avez vu dans les salles d'école qu'il y a un grand nombre de filles arrivées à l'école, c'est-à-dire que le fait qu'on a exonéré. Et là, ils vont essayer de continuer à mettre en place. Ça fait partie du chantier. C'est un processus. Voilà, c'est un processus. C'est le chantier du chef de l'État. Dans le chantier, et il faut commencer par 30%. Voilà, il faut commencer par 30% et après jusqu'à arriver à 50%. Peut-être même à 70% d'incompétents. Non, ce n'est pas des compétents. Non, ce n'est pas des compétents. Tous ceux qui sont maintenant au gouvernement, ce sont des femmes compétentes. Ce sont des femmes très, très, très compétentes. Ce n'est pas réaliste. Alors, c'est réaliste, c'est ça. Il faut accepter ça. Alors, on va évoluer certainement. 30% pour M. Aveni, ce n'est pas raisonnable. C'est un processus pour vous, votre réponse. Alors, pour vous, M. Abdelmanan Katap, quand vous regardez ce nouveau gouvernement, est-ce que vous pensez que les nouveaux ministres ont le profil pour répondre aux défis de leur secteur? Oui, tout à fait. Déjà, alors, en même temps, pour vous, avant de venir sur les priorités, quels sont les principaux défis aussi qui attendent ce gouvernement-là? Bon, vous savez, les défis sont majeurs. Nous avons aussi au niveau de la diplomatie, il faut quand même le ministre Abdoulaye, ministre Dr Abdoulaye met le paquet pour notre diplomatie. Et il y a aussi la question de la sécurité. C'est quelque chose de très, très... C'est quand même la pierre angulaire même du maréchal Mamadi Idriss Déby. Il faut travailler dans ce sens. Au niveau de la communication, nous avons quelqu'un qui a l'audace, qui a le franc-parler, comme Gassim, il va faire l'affaire. Donc moi, je suis vraiment confiant, optimiste pour que ce gouvernement sortira le Tchad de l'ornière. Merci M. Abdelmanan Katap. On revient aussi à Moussa Latiré. Est-ce que vous pensez, pour vous, quels sont les principaux défis qui attendent ce gouvernement? Et ensuite, est-ce que vous pensez que les ministres ont le profil nécessaire pour répondre donc aux défis, à répondre à ces défis-là? Je ne connais pas tous les ministres qui composent ce gouvernement, mais tel que la gouvernance du Tchad est partie depuis le règne du régime MPS, je vous assure qu'on amène le meilleur gouvernement du monde,
qu'on le mette en place, rien ne marchera. J'ai dit plusieurs fois sur ce plateau que je n'ai plus rien à attendre de ce régime qui, à mon avis, n'a aucune vision, n'a aucun projet de société. C'est la razzia, c'est le piège, c'est le mépris, c'est tenir tout le monde en esclavage institutionnel. Voilà tout ce qu'ils ont comme programme. Je n'ai rien à attendre, mais absolument rien. On a eu des compétents dans ce pays, et il y en a, même au sein de ce gouvernement actuel. Mais quand vous vous retrouvez sur une trajectoire déjà mal placée, il n'y a rien à attendre. Qu'est-ce qui est mal placé? Rien à attendre. La trajectoire de cette gouvernance est calquée sur le vol, le piège, l'impunité, la haine, l'exclusion et tout ce qui va avec les forces du mal. Donc je n'ai rien à attendre. Donc ils n'ont aucun défi. Leur seul défi, c'est de réussir à exceller dans le mal. Aucun défi pour vous, vous n'attendez rien de ce gouvernement, mais s'il y Absolument a un rien. conseil à donner, quels sont les secteurs prioritaires sur lesquels il faut immédiatement agir pour pouvoir soulager le peuple? Vous allez demander à quelqu'un qui n'a pour projet que le mal de redresser quelque chose. Moi, seul le départ du régime MPS peut refonder le Tchad. Je n'ai rien à y attendre. Rien à attendre. Et en ce moment, aucun conseil. Parce qu'on a passé toute notre vie à donner des conseils. Et nous vieillissons. On va continuer à leur donner quel conseil pour qu'ils écoutent. Très Moi, bien. je n'ai rien à attendre. Analyse et réaction de Moussa Latiré. Abdelmanan Kata, pour vous, s'il y a un conseil ou bien une orientation particulière à donner à ce gouvernement, quels sont les secteurs prioritaires sur lesquels le gouvernement doit immédiatement agir pour soulager la souffrance, soit pour aider la population à mieux vivre? Alors, ce gouvernement est arrivé et ils ont devant eux un projet du chef de l'État, le maréchal. Il y a quand même le 12 chantiers et le 100 actions. Sur ça, il y a quand même des priorités. Il y a la question de la sécurité, la question de vivre ensemble, la santé, l'éducation. Tout ça, ce sont des priorités. Mais quand même, ça va... C'est quoi la priorité des priorités? La priorité, c'est la sécurité et la justice. Okay. Voilà, c'est la sécurité et la justice et vivre ensemble. Ceux-là vont de pair. Je pense que ceux-là, tous les ministres ont été déjà soumis de faire le travail. Et il n'y a pas quand même des incompétents dans ce gouvernement. Ils sont tous des hommes qui ont déjà assumer des postes régaliens. Je pense qu'ils vont faire tout pour que le Tchad trouvera rayonnement à les sphères internationales et ici au niveau du Tchad. Nous allons quand même faire tout pour réconcilier les Tchadiens, vivre ensemble et que le Tchad devient quand même une république comme toute autre république. Alors, si on doit parler de réforme peut-être de ce gouvernement, quelle réforme majeure vous attendez de ce gouvernement-là? C'est la justice. Voilà. La justice va réformer. Voilà, la justice va être réformée. Merci Abdelmanan Kata. Moussa Yavni Latiré. Quelle réforme majeure attendez-vous de ce gouvernement? Même si vous allez dire que vous n'attendez rien de ce gouvernement, quelle réforme majeure vous attendez? Pour une fois. Je ne vois même pas de réforme possible avec ce système. Parce que l'état de la justice actuelle les arrange. La justice est devenue un instrument de répression. On continue à recruter des magistrats dans des fériques. Allez-y, vous trouverez des magistrats qui n'ont aucune compétence en droit. Aucune. Je connais un historien avec qui j'ai étudié à l'université de Niamey qui est devenu magistrat. Il y a une alchimie, mais pas possible. Moi, je n'ai rien à attendre. Parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'il faut réformer, tenez-vous bien, nous sommes à plus de 100 recensements, plus de 100 en 15 ans des fonctionnaires. Parce qu'on dit qu'il faut toiletter le fichier de la fonction publique. On recense les gens, on suspend les salaires des gens, il y a des gens qui ont des faux diplômes, on les remet à côté 2-3 mois après, avec des requêtes qui reviennent. C'est devenu même une vache à lait pour tous les ministres qui passent. Parce qu'il faut créer un recensement, c'est un budget. Il faut donner le marché à un bureau d'études, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça permet aux gens de s'engraisser. Nous sommes en train de tourner en rond. Comme l'a dit M. Moussa Faki à l'ouverture
du dialogue, ce qu'ils ont appelé quoi, dialogue national inclusif et souverain. Nous sommes en train de tourner en rond. Donc moi, franchement, je suis essoufflé, je n'ai plus rien à attendre. Le jour où on me dira que le pouvoir MPS a perdu les élections, il n'est plus en place, nous allons nous retrouver entre Tchadiens pour entamer les vraies réformes et refonder notre République. Il n'y a rien à espérer avec ce groupe. Alors, nous sommes définitivement à un retour à l'ordre constitutionnel dans ce contexte actuel. Bon, avec l'élection sénatoriale qui s'organise, quelle est votre réaction? C'est une question hors sujet, mais dernière question pour qu'on finisse. Quelle est votre réaction? Quelle analyse faites-vous de l'organisation de ces sénatoriales qui est en vue, ces élections sénatoriales qui sont en vue? Les sénatoriales seront à l'image des élections passées, puisque tout est taillé. Les grands électeurs sont décrétés. Ça, ce sont des décrétés, ce ne sont pas des gens élus. Parce qu'on a vu des gens qui n'étaient pas candidats, mais qui se sont retrouvés sur des listes. Ce sont des décrétés. Ça va être la même famille MPS qui va se retrouver dans le Sénat. Et bonjour la dictature implacable, bonjour le pillage, bonjour le vol, bonjour l'insécurité. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a à attendre de cette République? Mais absolument rien. Mais absolument rien. Ça, je vous mets ma tête à prix. D'ici 5 ans, à la fin du président Mohamed, nous verrons le bilan ensemble. Peut-être nous nous retrouverons ici, si Dieu voulant. Nous allons nous retrouver ici pour en parler. Vous êtes pessimiste, Moussa Nglatire? Je suis optimiste dans l'échec de la gouvernance. Très optimiste dans l'échec de la gouvernance. Et ça, je suis convaincu. Ça, c'est de l'ironie. Réaction. Moi, je suis optimiste. Nous avons déjà... C'est votre droit, monsieur Katab. On a tourné cette transition qui est une transition modèle. Reconnaissez-la, ça quand même, c'est une transition... Dans le cafouillage? Non, ce n'est pas dans le cafouillage. Ce sont des brigades d'applaudissements qui ont fait le dialogue, qui ont mis les textes de base. Vous n'avez pas assisté au dialogue national inclusif. Donc, monsieur Katab, n'oubliez pas que je suis journaliste. Oui, mais vous n'avez pas assisté. Il faut assister d'abord. Quand le dialogue même a ses coulisses. Il y a plein de choses qui sont faites à votre insu, vous ne le savez pas. Un dialogue sur fond d'achat de conscience. Non, il n'y a pas d'achat de conscience. C'est tout ce qui a été fait. Il n'y a pas d'achat de conscience. À la fin, nous sommes entendus, nous sommes sortis avec des résolutions, nous avons mis ces résolutions en place et voilà, avec cette résolution, nous sommes arrivés jusqu'à tourner la page de la transition et nous sommes maintenant à une ère de l'ordre constitutionnel. Maintenant, nous avons une assemblée, nous allons avoir, le Sénat va être une chambre bicamérale, nous avons le gouvernement, nous avons un chef de l'État qui toujours a tendu la main, il tendra toujours la main et c'est avec ça que nous allons essayer de ramener la paix, la stabilité dans notre pays. Mais je suis optimiste, je suis vraiment optimiste que le président, le maréchal Mamadi Idriss Déby, la seule personne qui est idéale de nous ramener la paix. Le reste, vous êtes un journaliste, vous êtes dans votre rôle, vous critiquez comme vous voulez. Mais pour l'instant, on est au travail, on travaille. Rendez-vous dans 5 ans, comme disait Zambada Kalam Kamal. On verra. Allez, nous sommes à la fin de cette émission Kamal aussi, comme Abdelrahmane Katab l'a dit. Mais avant de clôturer cette émission, Moussa l'a tiré, on vous laisse la parole pour dire votre mot de fin. Notre mot de fin sera celui de dire aux Tchadiens de ne pas se faire des illusions, de ne pas rêver. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au début de la transition? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit des engagements pris? Où en est-on avec ces engagements? Je pense qu'on est en train d'entrer dans un cycle infernal de la malgouvernance, un cycle qui sera plus dur. Et je demande aux Tchadiens d'attacher la ceinture. La famine frappe à nos portes. Rien ne sera fait pour les sauver. Vous verrez des cadavres dans les rues. Je ne fais pas de la mauvaise prédiction, mais c'est ça la réalité. Allez à l'intérieur du Tchad pour voir ce qui se passe. Que les gens ne se fassent pas d'illusions pour attendre quoi que ce soit de la gouvernance actuelle. Que les Tchadiens se battent eux-mêmes. S'ils attendent quelque chose d'un gouvernant ou des gouvernants, ils tomberont dans la pure illusion. Les pauvres seront davantage de plus en plus pauvres. On continuera à assister au remplacement numérique parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, dans les sociétés d'État et tout ce qu'il y a, on ne recrute plus. Ce sont les pères qui vont en retraite qui amènent leurs fils. Ce sont les pères malades couchés à la maison qui amènent leurs fils. La question de l'emploi, tout ça reste fermé.
je ne suis optimiste à rien. Je profite aussi pour dire beaucoup de courage à mon vis-à-vis Abdelmanan Kattab, qui va comme délégué du gouvernement auprès de la province de Maïkebouès. C'est ma province, c'est une province extrêmement compliquée, avec les questions d'insécurité telles l'enlèvement contre rançon, les braquages. Il va dans une province où il n'y a même pas 1 mètre de route bitumée, qu'il attache son dos, qu'il attache sa ceinture pour tomber dans les nids de poules. Et c'est une province assez vaste, avec une très longue frontière. Je lui dis courage. Je suis sûr qu'il n'aura pas les moyens d'arriver au bout de ses ambitions. Il est jeune, avec assez d'ambition, avec vraiment le désir de bien faire. Mais j'ai peur qu'on ne lui donne pas les moyens de le faire. C'est une province très très difficile. Mais courage, M. Kattab. Merci Avenir de la Tirée pour votre mot de fin. J'aurais voulu que M. Tiré de me féliciter que de se verser dans des psychoses. Non, je vous dis courage. Bon courage. Vous êtes déjà là. Je vais faire de mon mieux. Ce que vous avez cité tout à l'heure comme problème dans la province, ça relève de la sécurité. Vous me permettez de ne pas dévoiler ici mon comment on appelle, mon point d'action. Donc, c'est quelque chose qui est dans... Vous savez, l'insécurité, c'est un phénomène qui est dans toutes les grandes villes du monde. Ce n'est pas au Tchad, ni au Maïkabi, ni au Salamad. Avec un minimum d'atténuation là où c'est organisé. On va essayer de mettre en place quelque chose. Il y a quand même des choses concrètes qui vont être faites. Et nous allons quand même essayer de trouver au moins pour que la population vaque normalement à ces occupations sans personne les embête. Ceci étant, le mot de la fin, je voudrais donner des conseils à mes frères et sœurs qui sont au gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une tâche exigeante qui est devant eux. Et je suis confiant qu'ils vont relever ces défis et ils vont jouer un rôle fondamental pour la concrétisation du projet du chef de l'État, qui est le 12 chantiers et les 100 actions. Et ils vont faire tout pour que le 5 ans là, nous allons le faire dans de bonnes conditions. Et ça, c'est le président qui leur a donné quand même une responsabilité. Et je pense qu'ils vont l'assumer et que nous allons tourner toute la page de la violence, de l'insécurité, de la faim, comme vient de le dire mon ami les bolcheviks. Je pense que nous allons faire tout parce que les bolcheviks, c'est comme ça, ils sont là tous pour les critiques et nous travaillons. Donc c'est ça, mais le conseil de nos chers ministres qui viennent d'être désignés ou bien nommés par décret, et le président a confiance à eux, j'ai dit au boulot. Merci. Merci Abdelmanan Kattab. Je rappelle que vous êtes délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébouès. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau et de répondre à nos questions. Merci beaucoup. C'est un honneur en tout cas de vous recevoir. Merci aussi à Moussa Avenir de la Tirée, journaliste et analyste politique, d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de répondre à nos questions. Merci, chers confrères. Merci aux téléspectateurs. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce temps d'échange qu'on a eu autour du thème relatif donc à l'analyse du nouveau gouvernement à la Maï 2 qui a été rendu public il y a quelques jours. On a parlé des défis, on a parlé des attentes et on a analysé en tout cas de fond en comble ce gouvernement. Nous sommes arrivés donc à la fin. Merci à vous, merci à tout le monde, merci à ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, merci à ceux qui nous suivent depuis la radio Tchad Info FM, merci à ceux qui nous suivent depuis la télé Tchad Info TV. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir été en votre compagnie. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.